Bon après-midi à tous. Soyez les bienvenus au webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant céder la parole à votre animatrice, Tania McDonald, directrice à la FCASS. Allez-y, s'il vous plaît. Merci et bonjour et bienvenue à tous à notre présentation aujourd'hui intitulée « Ne rien laisser au hasard, améliorer l'aide à la prise de décision en partenariat avec les patients pendant la pandémie de COVID-19 ». Donc, je serai votre modératrice pour la session d'aujourd'hui. Je participe à cette présentation de mon bureau à Ottawa qui est sur le territoire du peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Donc, on a rarement l'opportunité de s'améliorer en cours de route lorsque nous implantons une nouvelle pratique ou politique. Aujourd'hui, notre discussion portera sur les expériences, les améliorations et les principales leçons tirées de l'expérience du Québec dans le développement des protocoles de priorisation aux soins intensifs. En avril 2020, le Québec a dû envisager la possibilité d'une pénurie extrême d'espace, d'équipements et de personnel aux soins intensifs en raison de la pandémie. En guise de prévention, un groupe de travail gouvernemental spécial, composé de plus de 45 cliniciens et d'un panel de patients, a rapidement publié un protocole de triage visant à guider la prise de décisions difficiles concernant l'allocation des ressources en soins intensifs. À la lumière de l'évolution constante des connaissances scientifiques et afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs associations et organisations qui travaillent avec des clientèles vulnérables, le protocole a été mis à jour cet été. Donc, les panélistes vont discuter de ce qui a été fait et les leçons tirées de l'expansion de l'approche de participation du patient pour repenser le protocole et réécrire en intégrant ce qui importe aux patients, aux familles et à leurs proches. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers. M. Vincent Dumez, co-directeur Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, Faculté de médecine de l'Université de Montréal, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Marie-Ève Boutillier, responsable du Centre d'éthique, direction de la qualité, évaluation, performance et éthique, Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval. Joseph Dahin, spécialiste en soins intensifs, Faculté de la santé Laval. Et Mme Ghislaine Rouly, patient partenaire, Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. À noter, elle est aussi cofondatrice et co-gestionnaire du projet de recherche en action Caring Community. Depuis 2007, présidente de l'Association des Amis du patient CHUM, Centre hospitalier de l'Université de Montréal et l'hôpital Notre-Dame du Centre intégré universitaire de services sociaux de santé et de services sociaux au Centre-Sud et bénévole depuis plus de 45 années, accompagnement en fin de vie, soins palliatifs. Donc, sans plus tarder, je pose la première question à Mme Marie-Ève Boutillier. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire pourquoi ce protocole, l'historique du développement de ce protocole, donc le pourquoi, l'historique, le processus et aussi la raison et les principes sur lesquels le protocole a été fondé. Donc, à vous, Mme Boutillier. Oui, bonjour. Alors, pour vous remettre, je vous ramène au mois de mars dernier. Au mois de mars dernier, c'était le tout début de cette pandémie. Alors, le gouvernement donc s'organisait, le gouvernement du Québec s'organisait pour répondre rapidement, en urgence, face à cette pandémie mondiale. Au sein du ministère de la Santé au Québec, a été mis en place un comité directeur clinique COVID-19. Et parmi les différents travaux qu'ils ont menés, ils ont décidé de mettre en place un comité éthique et notamment de produire un protocole de triage face à une pénurie potentielle aux soins intensifs. C'est-à-dire, la demande on craignait alors que la demande soit tellement élevée pour les soins intensifs qu'on n'ait pas suffisamment de places, de respirateurs et aussi d'autres ressources de soins intensifs pour répondre à cette demande. Alors, c'est dans l'urgence qu'un petit groupe s'est mis à réfléchir à comment produire un protocole d'allocation des ressources de soins intensifs en contexte extrême de pandémie. Alors, rapidement,
je vous dis un petit groupe, mais un petit groupe qui est devenu grand. On a rassemblé environ 45 personnes dans l'urgence pour produire ce protocole de triage. Évidemment, on s'est mis en contact avec des gens qui travaillaient aussi sur ce type de protocole dans d'autres provinces au Canada, dont l'Ontario, qui avait déjà une bonne longueur d'avance. Et donc, on a co-construit à l'aide des travaux qui ont été faits notamment en Ontario. Donc, notre groupe a réussi à pondre un protocole de triage en environ 5 jours. Alors, ça a été un tour de force. Parmi les 45 personnes qui ont été mobilisées là, pour faire ce protocole de triage, il y avait des cliniciens médecins de soins palliatifs, soins intensifs, d'urgence. On avait aussi des intervenants psychosociaux, des psychologues, des avocats qui se sont joints aussi à la discussion, des éthiciens. Et on a aussi réuni dans l'urgence un panel de patients partenaires. Donc, on a eu droit à cette contribution-là dans l'extrême urgence dont je vous ai parlé. On a parlé de 5 jours pour pouvoir élaborer et soumettre au ministère, à leur demande, un protocole de triage qui permettrait de guider les choix face à une demande extrême de soins intensifs avec évidemment une limite que l'on connaît. Là, les soins intensifs, on peut augmenter la capacité, mais une éventualité de surpasser, de sursaturer le système était possible. Alors, peut-être vous avez aussi posé la question, qu'est-ce qui a guidé le fameux protocole? Sans entrer dans les détails, ce qui est souhaité dans ce type de protocole, c'est de maximiser autant que possible les bénéfices. Donc, on veut éviter le plus de morts, on veut sauver le plus de vies possible, mais aussi, on veut être juste. Alors, on veut garder une certaine forme de justice. On souhaite que les gens soient traités le plus équitablement possible, que les critères soient standardisés autant que possible pour que les gens aient droit au même traitement une fois où ils auraient besoin de soins intensifs. Qu'est-ce que j'entends par même traitement? Pas même traitement de soins intensifs, mais la même évaluation en fonction de leurs conditions cliniques. Ce qu'on cherche à faire, c'est donner les respirateurs s'il n'y en a pas beaucoup et que la demande est très grande. Donc, c'est d'essayer de donner les respirateurs aux personnes qui ont le plus de chances de s'en sortir, donc celles qui ont le meilleur pronostic possible. C'est un peu la manière dont fonctionne le protocole. Je n'irai pas plus loin dans les détails, j'imagine qu'on pourra pousser certaines questions un peu plus loin. Parfait, merci. Donc, la prochaine question est à vous, Mme Rouly. Donc, vous avez participé comme patient partenaire. Donc, est-ce que vous pouvez décrire votre rôle et l'importance de participer au développement d'un tel protocole? Oui, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais expliquer comment ça s'est fait. Évidemment, Vincent avait fait appel à 3 patients experts, solides, ayant l'habitude de participer dans ce type d'exercice avec une grande expérience, y compris sur le sujet, et capable d'analyser le document d'un point de vue éthique et moral également. Et ça, c'est important, je crois. En plus d'avoir le soutien constant de Vincent, on aurait pu, si besoin était, d'être soutenu par une communauté de patients élargie. On est un groupe qui travaille ensemble, un groupe de patients experts, en fait. De plus, ce que l'on faisait, c'était de se rencontrer régulièrement, tous les 3, pour avoir un genre de soutien, si vous voulez. Et les sujets qui étaient abordés, en fait, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour nous. Les documents étaient familiers. À partir de nos savoirs expérientiels, on puisait en fait dans un puits de connaissances de terrain, de nos vécus, de nos témoignages. Tout ça, c'est d'une richesse extrême. Il ne faut pas oublier les savoirs expérientiels des patients, ça va très, très loin. On se basait non seulement sur ce que l'on avait vécu, mais sur des faits concrets, vécus, pas seulement appris. Nous 3 sommes passés à maintes reprises, malheureusement encore maintenant, par l'urgence et les soins intensifs. Donc, nous vivons encore avec de nombreux traumas, des séquelles de ces passages. Donc, le document pour nous parlait. En tout cas, pour moi, c'est un document qui était super important.
car étant immunosupprimés, il est certain que le triage prend tout son sens. Donc, c'était super important d'avoir des patients qui soient véritablement au courant de ce qui allait se passer. Il est important pour moi qui reçoit tant du système de santé ici ou ailleurs, de valider d'un point de vue éthique, moral et humain des décisions qui sont déchirantes, tant pour le professionnel que le patient et sa famille. Et en fait, pour moi, de participer à ça, à ce développement, c'est un devoir civique. Voilà. Alors, pour le moment, c'est tout ce que j'aurais à dire. Merci beaucoup. Donc, le protocole a été publié au printemps 2020, ce qui a suscité beaucoup de réactions de la part du réseau, des médias, de la population. Donc, M. Dumais, est-ce que vous pouvez nous décrire le processus d'adaptation du protocole suite à cette première publication? Oui. Donc, le contexte d'avril a été un contexte, en fait, on a fait ça très rapidement, hein, ça s'est fait, il fallait des réponses rapides, on était dans un mode de panique assez importante un petit peu partout dans le monde et bien entendu au Québec, donc le protocole, je pense, est bouclé en, si je me rappelle bien, Marie-Ève, 1 semaine ou 10 jours, là. 5 jours. Donc c'est ça. Donc en fait, la mécanique avait été de dire, moi, j'étais devenu en tant que patient partenaire membre du comité d'éthique, et puis j'étais accompagné par mes collègues, dont Ghislaine, et on a travaillé sur différentes versions du document à fur et à mesure que le document a évolué. On n'a pas eu le temps à ce moment-là d'élargir la consultation. On s'est vraiment basé sur des patients partenaires et ça a déjà été, je pense que le rôle des patients partenaires à l'époque a déjà été assez important pour s'assurer, je dirais, d'un certain niveau d'acceptabilité du document, de se mettre dans la perspective de la population, comment ils allaient le recevoir, comment ils allaient le lire. Si un document comme ça, il peut être très très bon, mais en même temps, si au niveau de sa sémantique, il choque, il va être peu utilisé ou ça va avoir des entraves à son déploiement. Alors, donc quand c'est sorti, il y a eu des réactions, pas tout de suite, quelques mois après, hein, quelques semaines après, et bien entendu, immédiatement, la réaction a été de se dire, d'accord, rentrons dans un processus de révision, mais en intégrant maintenant effectivement les associations de patients qui s'étaient exprimées de façon très, très importante dans les médias sur des éléments qui étaient des éléments beaucoup de sémantique et qui étaient des éléments, et je laisserai après mes collègues d'été, mais qui étaient éléments qui pouvaient susciter l'interprétation par les cliniciens des critères qui avaient été décrits. Et donc, bien entendu, on est resté attaché au groupe de patients partenaires et puis Marie-Ève et l'équipe, on est rentré en contact aussi avec les associations de patients en question pour rentrer dans un dialogue. Alors, c'est sûr qu'il y avait un certain niveau de tension au départ parce que les émotions étaient fortes et c'était compréhensible. Mais bien entendu, on a réagi immédiatement et donc on a commencé à travailler sur deux axes. Qui étaient très très proches l'une de l'autre, puis qui s'interconnectaient. Et cette complémentarité très intéressante, je pense, entre partenariat, patients partenaires et groupes de défense de droit, et la co-construction dans l'ensemble et comment ça s'orchestre. Hein. Alors, le partenariat patient a plutôt été une philosophie de construction de l'intérieur, alors que les groupes de défense de droit sont plutôt à l'extérieur, je dirais, des organisations. Donc là, il y a eu un travail important de fait pour reconnecter l'ensemble de l'œuvre et d'évoluer ensemble. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines pour arriver tranquillement à un document qui je pense, en tout cas, accordait la plupart des partenaires, y compris, et c'est là où c'est compliqué, et c'est là où c'est un vrai processus de co-construction. C'est vraiment, on est dans le cœur d'un processus de co-construction parce qu'il faut que ça reste un document efficace cliniquement, tout en respectant les perspectives, je dirais, des personnes, des patients, mais aussi des représentants de patients. Alors c'est un exercice extrêmement complexe qui demande une vraie co-construction. Et c'est exactement ça qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi la révision du protocole. Merci. Monsieur Dayan, vous êtes médecin dans les soins intensifs. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre expérience comme médecin vécue avec ce protocole et le processus? Bon, on n'a pas utilisé, hein, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas encore eu besoin d'utiliser ce protocole-là.
et on souhaite que ça continue ainsi. On espère tous avoir travaillé pour rien et que les ressources seront suffisantes pour soigner tout le monde. Par contre, comme intensiviste qui a un intérêt académique dans le domaine du triage et l'allocation de ressources limitées aux soins intensifs, c'est une opportunité formidable de pouvoir collaborer avec tout le groupe parce que les valeurs qui m'habitent sont évidemment teintées par ce qu'on voit durant notre pratique, durant notre formation, qui est somme toute une potentielle inéquité d'accès aux soins intensifs. Comment est-ce que je peux préciser cette pensée-là? C'est que lorsque la science et les données regardent vraiment le domaine de l'allocation des ressources aux soins intensifs, on réalise que beaucoup de choses comme le pronostic des médecins, les décisions d'accorder une ressource ou non sont teintées de subjectivité des cliniciens, que ce soit parce qu'ils ont eu des bonnes ou des mauvaises expériences avec un groupe de patients, un diagnostic X, Y, Z. Et donc, pour deux patients identiques, deux médecins pourraient prendre une décision différente. Donc, ce qui était important pour moi, c'était que ce protocole-là puisse vraiment égaliser les chances d'accès pour tous les patients. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'ici, on ne se demande pas quelle est la bonne ou la mauvaise décision, mais qu'on puisse avoir toute la même décision pour tous les patients et de les avoir impliqués tout au long du processus pour qu'on puisse se conforter d'un point de vue clinicien, de se dire, on fait vraiment ça pour les patients, et de savoir que les patients de leur côté se disent, d'accord, je suis bien représenté, mes intérêts sont bien représentés et qu'ils croient réellement qu'ils ont une chance équitable d'avoir accès aux soins intensifs, peu importe où ils se présentent au Québec. Pour moi, c'était quelque chose de remarquable qui a pu être atteint au terme du processus. Madame Boutillier, juste pour continuer sur le protocole comme tel, M. Dayen a dit qu'il n'a pas été utilisé, mais quels sont les éléments qui déclenchent l'utilisation du protocole? Dans la mise à jour, ces éléments-là ont été précisés. Alors, ce qui a été prévu, c'est que si jamais il y avait une sursaturation du système à 150 les établissements doivent se préparer à prioriser et lors de l'atteinte de 200 de sursaturation, c'est là où la mise en place de la priorisation aurait lieu. Mais c'est important de dire que bien avant tout ça, tous les efforts sont mis en œuvre, tout est mis en œuvre afin de pouvoir faire les transferts nécessaires, augmenter la capacité. Donc, il faut vraiment toujours garder en tête que ce type de protocole, ce sont des protocoles de dernier recours. Alors, mais on a prévu, comme je vous l'ai expliqué, un moment où ça pourrait être déclenché. Merci. Puis, M. Dumais, je vois qu'il y a une question qui est apparue dans la boîte de clavardage, donc je commence avec vous. Est-ce que le processus a tenu compte des biais qui existent de façon inhérente dans le système, surtout au niveau des professionnels de la santé, en ce qui est trait à l'allocation des ressources? Oui, alors ça a été, c'est ça la complexité de l'exercice. Ces biais-là, en fait, on ne peut pas les éviter. Ils vont être là. La façon dont on les travaille, c'est dans la discussion et le partage. Et c'est ça qui a été un exercice intéressant dans les deux phases, finalement. C'est qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'éléments qui ont été amenés avec une approche réflexive où on était capable de voir nos propres biais reflétés chez l'autre. Donc ces groupes-là, pour travailler, doivent travailler avec un niveau de confiance et une capacité aussi de renvoyer une certaine image des biais quand ils apparaissent. Donc c'est vrai pour les professionnels, c'est vrai aussi pour les patients. Les patients aussi, on avait nous-mêmes des biais de l'ordre peut-être de différents, des fois les professionnels, des fois les mêmes. Alors, pour la meilleure façon pour prévenir ça, c'est bien entendu la discussion et la capacité à travailler fortement ensemble. On a aussi, bien entendu, je pense que le cadre de la réflexion éthique est extrêmement important, c'est-à-dire
il y a quand même un cadre conceptuel, théorique, une grande derrière nous qui nous a soutenus pour vraiment discuter de façon constructive des différents critères, etc. Puis, ce qui est intéressant dans une discussion éthique qui engage les patients, c'est que c'est pas une discussion qui est hermétique. On n'a pas besoin d'être forcément un expert en éthique pour pouvoir rentrer dans une discussion éthique. Si l'animatrice, et je souligne le travail exceptionnel de Marie-Ève comme facilitatrice, présidente et facilitatrice de l'ensemble du travail, à partir du moment où on a une éthicienne de grand calibre qui est tout à fait capable d'introduire les discussions et de questionner de façon, je dirais, intelligible pour tout le monde, il est facile pour des citoyens, pour des patients qui n'ont pas forcément un background en éthique, et des professionnels aussi en passant, parce que c'est la grande majorité des professionnels qui travaillent avec nous n'avaient pas non plus forcément un background en éthique, c'est facile de rentrer dans des discussions éthiques. Et c'est pour ça que l'éthique restera quand même un des grands contextes de partenariat, et un contexte qui facilite les rapports de partenariat et la construction en partenariat. Monsieur Daen, est-ce que vous voulez rajouter? C'est une question tellement cruciale, puis je pense que ça vaut la peine de passer encore un petit peu plus de temps là-dessus pour vous parler un peu de notre expérience de simulation. Donc, Marie-Ève a piloté une équipe où on a vraiment simulé l'utilisation du protocole avec un groupe de cliniciens. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le billet pour qu'il soit conscient ou non, mais la volonté humaine de vouloir tout faire pour trouver un facteur qui peut discriminer entre deux patients qui cliniquement sont égaux est très fort. On a entendu toutes sortes de choses, que ce soit, il ne va pas à ses rendez-vous, il est non compliant avec ses médicaments. Dans les simulations, tout pour essayer de trouver quelque chose, pour être capable de départager à qui donner le dernier respirateur. Donc, ça a été très informatif. Donc, comment on a fait pour essayer de réduire ce biais-là? Trois aspects. Le premier, c'est que vous remarquez, c'est que presque tous les critères qu'on utilise dans notre formulaire sont tirés des données probantes. Donc, on a fait une revue de la littérature pour vraiment identifier tous les critères qui sont utilisés pour l'accès aux soins intensifs. Deux, ces critères-là sont axés sur le pronostic de mortalité à court terme. Donc, on n'est pas sur le jugement de la qualité de vie, de la fonctionnalité ou même du retour à la vie après, à la fonctionnalité après les soins intensifs. Et finalement, comme Marie-Ève l'a dit, le processus fait en sorte que le clinicien qui remplit le formulaire après son évaluation se fait contre-vérifier par un deuxième clinicien. Et ensuite, c'est un trio de triage qui vraiment prend tous les formulaires de tous les patients et établit l'ordre de priorisation. Donc, ce sont plusieurs couches qu'on met pour essayer de minimiser la chance qu'un billet qui a été présent lors de l'évaluation du formulaire persiste à toutes les étapes jusqu'à ce qu'on fasse l'allocation des ressources. Madame Roulier, est-ce que vous voulez rajouter à la question qui a été posée en lien avec les biais? Ah, je crois que vous êtes sur sourdine. Vous êtes sur mute, Madame Roulier. Oui, parfait, allez-y. Moi, ce qui m'a absolument fascinée, c'est de voir la manière dont tout le monde travaillait ensemble dans le respect, mais aussi dans l'authenticité, dans la vérité, être capable de se dire des choses qui ne sont pas toujours faciles, surtout devant ses collègues, devant des patients, etc. Mais au moins, il y avait cette authenticité de l'être humain qui essayait à son meilleur de trouver une solution pour être le plus juste possible. Et ça, pour moi, c'est une des choses, si vous voulez, qui m'a le plus marqué et qui m'a le plus bouleversée, mais dans un sens tout à fait positif. Alors, c'était quelque chose d'exceptionnel, je crois. Marie-Ève Boutelier, est-ce que vous voulez rajouter?
Ben, peut-être que ce que je dirais, c'est que je suis assez d'accord avec l'ensemble des commentaires qui ont été faits là, par mes copanélistes. Puis pour moi, c'est sûr que de chapeauter ces travaux-là, c'est révélateur aussi de ma vision de l'éthique. Ma vision de l'éthique, je pense que comme éthicien, comme éthicienne, on doit toujours se trouver au carrefour. Il ne faut pas essayer d'être d'un côté ou de l'autre. Puis en étant au carrefour, ça permet de voir un peu l'ensemble des positions, puis d'essayer de travailler à les faire travailler ensemble finalement, de les amener à travailler ensemble, à se parler. Puis pour faire ça, je pense que le meilleur outil, c'est l'aspect relationnel. Je pense que, comme l'a bien dit Vincent au début, avec les regroupements de patients, on sentait une certaine méfiance parce qu'ils avaient des préoccupations. Puis, je pense que le premier travail, ça a été d'écouter, de créer un lien avec eux. Puis, une fois que ce lien-là a été établi, ben, on a pu aller faire des grands pas ensemble. Puis même chose avec les cliniciens, parce que bon, comme éthiciens, on arrive auprès de grands spécialistes, des gens qui ont des connaissances très poussées, des soins intensifs, on pourrait avoir l'air d'imposteurs comme éthiciens, mais je pense que de créer ce lien de confiance, ce lien relationnel entre tous, nous a permis effectivement d'avancer. Puis c'était un lien, comme disait Mme Rouly, qui était dans l'authenticité, puis qui nous a permis vraiment d'avancer aussi loin qu'on a pu le faire, puis d'arriver au produit final qu'on a aujourd'hui, là. Donc, moi, en tout cas, je peux remercier tout le monde d'avoir embarqué dans ce bateau relationnel au carrefour. Merci. Donc, une prochaine question, je l'adresse en premier à M. Dahin. Donc, pourquoi ce genre de protocole n'existait pas avant? C'est quoi que, oui, on a l'urgence de la pandémie, mais je crois que c'est pas nouveau, les pénuries de ressources dans le système. Donc, pourquoi maintenant? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que ça vient chercher d'abord et avant tout une fibre très sensible dans un système de santé publique comme le nôtre. De savoir qu'un des principes fondamentaux, c'est que tout le monde peut avoir accès tout le temps aux ressources. À ce moment-là, quand on fait un protocole qui dit ben il y a certaines personnes qui n'auront pas accès à certaines ressources, ça vient vraiment chercher profondément dans les valeurs canadiennes et québécoises. Du côté, donc ça c'est le côté citoyen. Je pense que du côté médical aussi, il y a aussi une partie de réponse, c'est-à-dire que le principe d'autonomie que les médecins ont par rapport à leur décision de traitement. On dit toujours que les médecins sont responsables d'être des patient advocates, mais aussi des societies advocates, mais c'est beaucoup plus le rôle traditionnel du patient advocate que les médecins gèrent dans leur vie quotidienne. Donc, tout d'un coup, si on leur dit, ben, pour le bien fondé de la société, il faudrait que certains de vos patients n'aient pas accès à certaines ressources, ben, ça vient leur enlever ce côté d'autonomie-là également. Donc, je pense qu'il y a cette résistance-là qu'il pourrait y avoir du côté des cliniciens aussi, d'accepter qu'il n'ait pas l'entier contrôle sur les décisions. Merci. Donc, on a eu des réactions dans la boîte à clavardage en lien avec la question sur les biais. Donc, on apprécie beaucoup les réponses qui ont été données à cette question. Mais la question, c'est qu'il demeure toujours des craintes dans le réseau. Puis, est-ce que des considérations spéciales pour les gens dans la population qui vivent avec des maladies rares? Donc, est-ce que le protocole, qu'est-ce qui se passe pour eux essentiellement? C'est quoi leur expérience? Donc, je vais nommer quelqu'un, donc je vais commencer avec Vincent Dunez, oui. Je peux peut-être commencer effectivement. C'est là où a été toute la difficulté. On parle aussi dans le clavardage des personnes handicapées et c'est là où effectivement, moi je viens de la maladie rare, je suis un patient atteint de maladie rare, et puis on était plusieurs d'ailleurs, on était deux en fait à être atteints de maladie rare dans le groupe de patients. Donc et bien entendu on est très très sensible aux situations d'exception. Et donc c'est là où un protocole puis doit à la fois être c'est de la balance entre la clarté des critères
mais aussi la marge de manœuvre pour pouvoir, je dirais, apprivoiser ces questions d'exception. C'est-à-dire que les critères de triage, de priorisation ne doivent pas devenir des dogmes appliqués comme une checklist, puis en bout de ligne, on sort ou on rentre. Il faut arriver à trouver, il faut effectivement qu'il y ait une marge, qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir intégrer ces cas d'exception dans la réflexion ou s'assurer qu'ils vont être intégrés. Puis c'est ça la différence entre, d'après moi, la grande différence entre la première version du protocole et la deuxième version du protocole. La première version du protocole le faisait déjà, mais je pense qu'il y avait du travail à faire pour le faire plus. La deuxième version du protocole a permis ça, a permis un espace, par la sémantique utilisée, un espace un peu plus large où on se prévenait davantage de se retrouver effectivement dans des situations où les cas spécifiques qui ne collaient pas dans les critères ou qui étaient mal cadrés ou qui pouvaient être sujets à l'interprétation, on s'assurait davantage qu'ils ne seraient pas exclus. Et là-dedans, il y a encore une fois, il y a des questions qui sont vraiment d'ordre clinique, très concrètes. Et puis, il y a aussi ce que la sémantique injecte comme, je dirais, comme tendance ou comme façon d'appréhender une problématique. Donc, ça a été travaillé sur les deux, je pense, des deux façons, davantage dans la deuxième version, parce qu'on a eu le temps de le faire. Alors, ce serait ma base de réponse, mais je suis sûr que mes collègues vont avoir plus de compléments, c'est sûr. Donc, on peut faire le tour, effectivement. Madame Boutillier, est-ce que vous voulez rajouter? Peut-être que ce que je peux ajouter, effectivement, l'équilibre qu'on doit avoir entre des critères standardisés avec beaucoup de clarté, ce qu'on a réussi à améliorer là, effectivement dans la deuxième version, mais de laisser aussi de la place pour le jugement clinique des médecins. Ça aussi, ça a été, je pense, un ajout important, donc de laisser de l'espace pour que les médecins puissent mettre de l'information médicale pertinente pour avoir des meilleures décisions possibles. C'était présent, mais on l'a davantage précisé là, dans la deuxième version. Alors, c'est peut-être cette partie-là que je peux préciser. Monsieur Dayan, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, peut-être juste le fait aussi qu'on a explicitement rajouté là, à la fin du formulaire une référence pour les chartes des droits et libertés québécoises ou tout ce qui est en lien avec une discrimination pour ce qui est des handicaps en plus de sexe, orientation sexuelle, âge, tout est inclus là-dedans. Donc, c'est sûr que à plusieurs reprises dans le protocole et dans le formulaire, là, il y a des rappels aux cliniciens, aux lecteurs, qu'une discrimination seulement fondée sur un handicap ne serait pas acceptable pour prendre une décision clinique. Parfait, merci. Puis, je vais poser la prochaine question, peut-être commencer avec Mme Boutillier. Donc, il y a une suggestion dans la boîte à clavardage de penser à l'utilisation d'un processus de jury de citoyens plus formel pour développer le protocole, peut-être pour des adaptations futures. Donc, si vous voulez vous prononcer sur ce commentaire. Oui, c'est vraiment super intéressant. Puis, ben là, je ne veux pas vendre de mèches ou faire des scoops, mais j'ai une étudiante actuellement au doctorat qui s'intéresse à ces questions-là. C'est peut-être pas tout à fait la méthodologie jury citoyen, mais la délibération démocratique est une méthodologie fort intéressante. Alors, on essaie de mener des travaux un peu plus poussés là-dessus pour essayer de voir comment on peut davantage impliquer la voix citoyenne, la voix des patients, la voix des parties prenantes finalement. Alors oui, c'est quelque chose de très important à poursuivre parce que, bon, on a une pandémie mondiale, mais je pense qu'il y en aura d'autres éventuellement. Alors, plus on raffine nos outils, je pense que c'est très important. Allez-y. Vincent. Ah, vous êtes sourdine. Oui, sourdine, M. Dumais. On ne vous entend pas. OK. Mais moi, je ne contrôle pas le son. OK, c'est bon? Ah, oui, c'est bon. OK. Ce que je voulais rajouter à ça, c'est, sur ce point-là particulièrement, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas la volonté, c'est qu'on ne sait pas encore exactement, précisément, comment ça peut fonctionner dans un tel contexte. C'est une question très complexe, parce que
c'est sûr que quand on parle, et on en vient toujours à la même question, c'est la question de la représentativité. C'est-à-dire que quand on amène des patients partenaires ou des associations de patients, leur représentativité au départ est claire. Donc c'est relativement facile de savoir à quel titre ils parlent. Le patient partenaire va parler au titre sur la base de son expérience. Et c'est pour ça qu'on vient chercher, comme un clinicien, exactement comme un clinicien, d'une certaine façon. Des associations de patients vont avoir un agenda assez clair, et d'ailleurs la plupart des associations de patients qui sont intervenues dans le débat avaient déjà pris des positions sur ce type de triage dans le passé, donc ils avaient déjà un positionnement quand même relativement clair, pas dans ce contexte précis, mais en général. Mais après, le citoyen en lui-même, c'est plus compliqué. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on soit capable, et c'est pour ça que ça doit être accompagné de travaux, je dirais, sérieux et solides, parce qu'il faut qu'on a des réponses à aller chercher là-dedans dans un contexte qui est si important que ça, en faisant bien attention de non plus de ne pas se retrouver dans un mécanisme où on est obligé de diluer un document qui se doit d'être efficace cliniquement. Comment on orchestre un processus de consultation citoyenne? Sur quelle base de représentativité on le fait? Alors, c'est des questions complexes et actuellement, il n'y a pas forcément des réponses claires encore. Donc oui, mais il faut vraiment, je pense, réfléchir puis expérimenter la chose et c'est clairement ce qui va se passer, j'imagine, dans les prochaines semaines et mois. Merci. Donc, Madame Roulet, je vous pose la prochaine question en lien avec les dynamiques dans les discussions dans la première phase et dans la deuxième phase. Donc, souvent, on trouve qu'il y a des différences de pouvoir entre la présence des patients partenaires ainsi que les professionnels de santé ou l'organisme qui dirige essentiellement le développement du protocole. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire comment était l'atmosphère lors des discussions dans le développement du protocole? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'ai pas de contrôle. Oui? Oui, on vous entend très bien. Merci. Bien, écoutez, pour ce qui est de l'atmosphère, moi, j'ai trouvé ma place. Je dois dire que de toute façon, je n'ai pas un caractère très facile. Donc, si on m'engage quelque part, je vais prendre ma place. Déjà, c'est une chose. Mais je dois dire que j'ai pu, les 2 fois où j'ai accompagné Vincent, par exemple, dans des réunions ministérielles, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, j'ai été écoutée, j'ai été reçue. En règle générale, ça dépend. Il y a des moments comme cette fois-ci, ça s'est très, très bien passé. Mais c'est sûr qu'on nous voit un petit peu comme un intrus, comme quelqu'un qui ne sait pas trop de quoi il parle. Donc c'est encore, je dirais malheureusement, on peut trouver du paternalisme un petit peu à droite et à gauche. Mais dans ce cas-ci, dans ce cas dont on parle, je n'ai pas retrouvé. Je veux dire que j'étais à ma place. On m'a écouté, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, j'ai pu faire éventuellement avec l'équipe, on a pu faire des changements, etc. Donc, c'était une atmosphère qui était rigoureuse, qui n'était pas facile. Je dois admettre que ce n'était pas facile du tout, mais où on a été écouté. Voilà. Monsieur Dayan, est-ce que vous voulez rajouter du point de vue du professionnel de la santé? Non, à part peut-être informer ou rassurer les gens. Je serais intéressé à voir comment c'est dans les autres provinces, mais c'est quand même de plus en plus, souhaité. En tout cas, du moins, je vais parler pour mon organisation, le CIS de Laval, où on a même un bureau du partenariat des patients. Donc, quand on parle de agency, là, vraiment de légitimer la place des patients partenaires ou des usagers partenaires au sein de l'organisation, la réponse est oui. Et est-ce qu'il y a encore du travail à faire auprès de certains de mes collègues, quelle que soit leur profession, afin de les informer que ça existe? Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis rassuré de savoir que dans les strates les plus hautes de l'organisation, c'est un concept qui est légitimé et qui est encouragé et qui est mis de l'avant dans toutes les directions, dans toutes les décisions de l'organisation. Donc, voilà. Moi aussi, je vais vendre un scoop. On va même peut-être avoir un co-officier de la sécurité des patients là, qui
qui est un patient lui-même. Donc, la sécurité des patients par les patients. C'est tous des concepts qui existent ailleurs. C'est la forme qu'on lui a donnée dans notre organisation. C'est des principes, évidemment, qu'on a transmis au protocole, parce que Marie-Ève fait partie de la même organisation. Là, le CIS de l'Europe, c'est elle qui a chapeauté le protocole. Donc, je pense qu'on peut être fier de cette partie-là. Monsieur Dumais, je vous pose la prochaine question. Est-ce qu'il y avait une diversité de perspectives à la table, surtout au niveau des patients partenaires, pour représenter essentiellement la population de façon assez générale? Je vais y revenir. Je vais juste faire un petit complément sur la question d'avant. Simplement pour dire aussi qu'un des éléments importants qui s'est passé pour créer cette ambiance-là, c'est qu'il y avait une adhérence, comme le dit Joseph, du haut vers le bas. Hein. Donc, la sous-ministre adjointe en charge du comité, Lucie Opaterny, était tout à fait d'accord et a encouragé la chose et l'a cadré. Marie-Ève, alors on va faire des déclarations de conflit d'intérêts un peu, c'est qu'on est quand même un groupe qui a une certaine habitude à travailler ensemble pour plusieurs d'entre nous. Donc, d'où l'importance, et c'est pas un conflit d'intérêts, c'est l'importance aussi d'avoir une continuité dans les dispositifs de partenariat, parce que quand on est en partenariat sur des questions courantes de la vie d'un établissement de santé ou d'un réseau de recherche, quand il arrive qu'on doit se concentrer sur des questions plus graves, plus difficiles, c'est sûr qu'on arrive avec un niveau de maturité relationnel qui est un petit peu plus important et qui va nous aider à faire face à des dynamiques de crise comme celle-là. Mais ça, c'est parce qu'il y a une routine aussi, on s'inscrit dans un mouvement plus large. Et ça, c'est vraiment important, parce que ce que ça donne aussi comme élément, c'est que pour arriver à ce niveau de maturité relationnelle, il ne faut pas faire du partenariat comme en lance-pierre. Hein. Une fois qu'on a besoin des patients, on les prend, puis on les oublie pendant des semaines, puis après on revient. Ici, ça a fonctionné aussi parce que ça fait partie d'un continuum d'engagement. Ça, c'est le point que je voulais rajouter, et qui allait du haut vers le bas. Et comme je dis d'habitude, avoir une sous-ministre qui endosse, c'est pas ça qui va être le facteur de succès, c'est pas ça qui va faire que ça marche, mais c'est essentiel à ce que ça marche. Pour la diversité, alors non. Vraiment là-dessus, c'est pas une question sur laquelle on a eu l'occasion on y pense tout le temps, on est en train d'y réfléchir, on est en train d'y réfléchir déjà sur la représentativité de notre réseau de patients partenaires en général, mais dans le contexte du moment, ça n'a pas été amené, puisque ça n'a pas été amené de façon générale. Alors c'est peut-être aussi une différence, je me permets une petite pointe politique, mais c'est peut-être aussi une différence entre le Québec et les autres provinces. Je dirais malheureusement, c'est comme moins, c'est là, mais est-ce qu'on a encore du travail à faire? Moi je suis tout à fait conscient de ça. On a beaucoup de travail à faire sur cette question-là dans les dispositifs qu'on a mis en place, et on est en train de s'y atteler actuellement, mais c'est pas forcément tout le temps évident, donc on est là-dedans en ce moment. On y pense, mais dans ce cadre-là spécifiquement, pour être franc, ça n'a pas été, on n'a pas eu l'occasion de vraiment se questionner sur ça, en général, pas seulement pour la question des patients, je dirais en général, parce que il y avait quand même une certaine représentativité, mais elle n'était pas suffisante dans ma perspective. Madame Boutillier, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que je vous pose la prochaine question? Peut-être un tout petit... moi, c'est sûr que quand on m'a confié ce mandat-là, en éthique, j'ai dit, j'ai besoin bras droit, bras de gauche, j'ai besoin de la science, puis j'ai besoin des patients. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on est parti. Alors, ça allait ensemble. Puis pour ce qui est de la diversité, c'est sûr que en termes de temps, donc la première partie, comme je vous dis, ça a été 5 jours, donc ça a été l'implication a toujours été proportionnelle au temps qu'on avait. Hein. Donc, le panel de patients lors de la première vague, lors de la mise à jour, là, on est allé beaucoup plus large avec les associations de patients, avec également les regroupements de défense des droits des patients. Et je pense que dans une phase 3, c'est là où, avec des projets de recherche, on peut aller beaucoup plus loin dans l'intégration d'une diversité de points de vue. Là. Alors, mais c'est phase 3. Donc, on va continuer sur le même thème de diversité. Donc, une question qui apparaît en lien plus avec les cas pédiatriques plus complexes.
et de façon générale, la voix du patient, c'est la mère qui est une femme blanche indiquée. Donc, comment est-ce que vous tenez compte de différentes perspectives pour cette population de façon plus particulière? Je dois vous dire qu'au Québec, on a 2 protocoles. On a un protocole adulte, celui dont on parle depuis le début de cette séance, mais on a également un protocole pédiatrique avec un objectif un petit peu différent dans le cadre de la COVID parce que, comme on le sait, la COVID vise surtout les personnes plus âgées, donc les enfants sont davantage épargnés par la COVID et les enfants ont des ressources qui leur sont dédiées en santé et comme on le sait, les enfants doivent être protégés. Hein. Donc, l'idée du protocole pédiatrique, c'est de voir comment on peut, d'un côté, mettre à contribution leurs ressources qui sont dédiées, tout en protégeant leurs intérêts. Alors, le travail est un peu différent que dans le protocole adulte. Et la façon dont on a fonctionné pour le protocole pédiatrique, c'est qu'on a évidemment évité de la même façon qu'on l'a fait pour le protocole adulte, donc les spécialistes du côté pédiatrique, donc on a eu des pédiatres, des néonatologistes, et également on a invité des parents, on a invité aussi des médecins qui travaillent dans des centres d'hébergement avec des enfants très, très, très handicapés également. Alors c'est comme ça qu'on a réussi à avoir une certaine diversité de points de vue. Ce protocole a également été soumis lors de la mise à jour cet été du protocole adulte aux associations qui ont participé à la consultation. Donc, on a pu avoir également de la rétroaction sur ce document-là. Alors, c'est un peu là, le processus de développement du protocole pédiatrique qui, comme je vous dis, n'a pas un objectif tout à fait similaire au protocole adulte. On veut vraiment défendre les intérêts des enfants tout en essayant de voir comment on peut mettre à profit leurs ressources si jamais on était pris là, dans des situations vraiment extrêmes. Merci. Monsieur Dumais, je vous pose la prochaine question. Est-ce qu'il y a d'autres provinces ou territoires qui ont passé à travers le même processus avec un groupe de patients partenaires à la table pour participer de façon intégrante dans le développement du protocole ou d'un protocole? J'en connais pas. Peut-être, je n'ai pas la prétention de tout connaître ce qui se passe au Canada. Je suis assez informé, mais pas à ce point-là, mais j'en connais pas. Je pense que, puis juste pour vous rassurer entre guillemets, je pense que ça a été une situation d'exception dans pas mal de niveaux mondial, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui sont attelées à ce genre d'exercice en Europe notamment, et je sais qu'en France, par exemple, ou en Belgique, même si les associations ou les patients partenaires ont demandé à être présents, il n'y a pas eu de réel travail de partenariat. Donc, je pense que de façon générale, le constat, de toute façon, au niveau de l'implication des patients pendant la crise Covid est assez triste. Et donc, je crois qu'on est une exception qui ne confirme pas du tout la règle générale. Donc, il y a beaucoup de déceptions dans les constats de mobilisation des patients partenaires en général, même au Québec, dans la plupart des autres dispositifs ont été arrêtés. On a été, nous, privilégiés au centre d'excellence d'avoir été sollicités, mais tous les dispositifs de partenariat patient ont été arrêtés brutalement au moment de la crise. La plupart des personnes qui travaillaient dans des dispositifs de partenariat patient dans les établissements de santé ont tout de suite été délestées dans d'autres services, ça a été les premiers à partir vers d'autres fronts quand la crise est arrivée. On ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir si les patients avaient une valeur ajoutée ou pas dans une telle crise, alors qu'on a réussi quand même à le démontrer de façon éloquente et évidente dans la plupart des dispositifs et des occasions qu'on nous a données. Alors non, on est aussi sur un plafond de verre. Je pense qu'ici, de toute façon, on multiplie les plafonds de verre actuellement dans ce grand mouvement. Ce qui a fait la différence ici, encore une fois, c'est qu'il y avait déjà une équipe constituée, des gens qui se faisaient confiance, une grande ouverture et des personnes avec des perspectives humanistes très fortes pour qui c'était évident et qui tout de suite ont vu non pas le principe d'avoir des patients partenaires, mais la valeur ajoutée d'avoir des patients partenaires et le fait que c'était incontournable. Mais ça reste une exception et j'en suis extrêmement triste et je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer de l'aventure qu'on vient de faire au Québec pour le reste des expériences à venir. Merci.
Donc, la prochaine question, j'adresse à M. Dayen et par la suite à Mme Rouly. Selon la personne qui écrit la question, l'évaluation semble être très axée sur l'évaluation clinique médicale. Donc, est-ce que d'autres groupes qui font partie de la décision, je comprends, si je comprends bien, vous avez plusieurs étapes et groupes qui assistent à la prise de décision. Est-ce que la famille est partie prenante? Est-ce que les travailleurs sociaux? Donc, qui fait partie de ce groupe? Puis pourquoi entièrement médical? Donc, M. Dayen, pour commencer. Mélissa, excellente question. La façon que vous l'avez formulée, même pour l'approche palliative, c'est magnifique de nous donner l'opportunité d'en parler. La première chose, c'est que, vous savez, la première étape de l'évaluation de chaque patient, là, ça implique la discussion avec le patient et sa famille quand il n'est pas capable. Donc, là, on a parlé des critères de priorisation, mais avant toute chose, la première étape, c'est les critères d'inclusion. Puis dans le critère d'inclusion, l'objectif de soins est primordial. Et ça, c'est pas le médecin qui décide. La dernière chose qu'on voudrait, c'est faire des manœuvres à un patient ou une famille qui ne le voudrait pas. Donc, cette discussion-là, cette approche-là se fait dès le début, qui impliquera aussi expliquer quelles seront les potentielles étapes subséquentes. Donc, ça, c'est essentiel. Puis, on sait que c'est un défi en temps de COVID, étant donné les restrictions dans certains centres de visite, mais c'est quand même essentiel pour nous que ce soit la première étape. Donc, c'est pas entièrement médical. Mais ensuite, effectivement, on s'est posé la question jusqu'où est-ce qu'on peut faire impliquer les familles dans le processus décisionnel, les informer, un processus d'appel, l'approche palliative par la suite. Puis, la réponse que le comité a retenue, c'est que la COVID est un peu une bête spéciale qui ne permet pas d'atteindre le standard qu'on voudrait par rapport à l'implication des familles. C'est-à-dire que si on en était à discuter d'une liste de chirurgie élective où on aurait le temps de prendre ces décisions-là, on le ferait. Mais ici, on est en train de parler de prendre la décision d'intuber un patient en détresse respiratoire ou non. Et c'est des choses, donc, imaginez dans un contexte extrême de pandémie où les gens se bousculent aux portes parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont besoin de ventilateurs en même temps, malheureusement, on n'aurait pas le luxe de ce temps-là, d'avoir ces discussions-là, des informés ou un processus d'appel. Puis quand dans l'approche palliative, on en a également parlé aussi parce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a des patients qui seraient déjà intubés aux soins intensifs, chez qui on retirerait la ventilation mécanique et ça mènerait potentiellement à un décès. Et là, on s'est dit, effectivement, l'approche palliative serait la meilleure. Mais c'est difficile d'imposer une approche dans tous les centres du Québec en sachant que si une pandémie frappe, il n'y a pas de régionalisation, ça frappe partout en même temps et ce ne sont pas toutes les ressources qui sont partout les mêmes. Donc, on a tous le grand centre académique qui a plein de ressources et plein de spécialistes, mais le petit hôpital de campagne va avoir les mêmes problématiques. Donc, ce qui a été retenu, c'est de dire, regardez, les médecins, les infirmières, les équipes aux soins intensifs sont déjà multidisciplinaires, ont déjà la préoccupation de s'assurer que les fins de vie sont dignes lorsqu'elles ont à être, lorsqu'il est clair que c'est une fin de vie. Donc, le message dans le protocole, c'est faites comme d'habitude. On n'abandonne pas un patient puis le shipper à l'étage lorsqu'il ne bénéficie plus de soins intensifs. Donc, il n'y a pas de compromis qui peuvent être faits. Donc, l'approche palliative, elle est là, non pas par des spécialistes nécessairement en soins intensifs. Un centre pourrait décider de le faire comme ça. Il y a des études, même qui montrent qu'en soins intensifs, l'implication précoce d'une équipe de soins palliatifs aux côtés d'une équipe de soins curatifs a un impact positif sur l'expérience du patient et de la famille. Mais on ne peut pas imposer ça. Donc, en renforçant ces messages-là, on espère que les valeurs qui habitent les cliniciens et les équipes multidisciplinaires reflètent les valeurs du comité et du groupe qui a pensé ce protocole-là, et c'est-à-dire la co-construction, puis de placer le patient et ses familles au cœur des décisions. On va faire le tour avec tous les conférenciers. Donc, je vais passer à Mme Rouly en premier, puis par la suite, M. Dumais et Mme Boutillier. Allez-y, Mme Rouly.
En fait, je n'ai pas beaucoup à rajouter après ce que Dr. Dahin a dit. Effectivement, il faut se reporter à la situation. Donc, c'est une situation de crise, une situation d'urgence. Malheureusement, on n'a pas le temps, comme mentionnait Dr. Dahin, d'aller un petit peu plus loin, etc. Mais c'est sûr que de toute façon, si c'est possible, on va voir avec le patient, si pas possible à ce moment-là avec la famille. Donc, c'est quand même pas fait uniquement d'un point de vue médical. Oui, il y a le côté médical, mais il y a tout ce côté humain qui existe. Et ça, je pense que même s'il n'y a pas d'autres intervenants, il n'y a pas la travailleuse sociale, etc., on est dans un contexte d'urgence. Donc, et malgré ce contexte d'urgence, on retrouve cette humanité qui est si nécessaire. Pour l'avoir vu, pour l'avoir vécu avec ma propre fille, pour moi-même, etc. Donc, ce que je dis, c'est véritablement ce que moi j'ai vu. Il y a toujours des exceptions, mais on ne va pas rentrer dans ça. Voilà. Monsieur Dumais, vous voulez rajouter? Peut-être juste pour dire que dans la première session de premier travail, dans le document, il y a eu une partie spécifique sur les éléments de communication, mais aussi l'accompagnement justement des personnes en fin de vie. Puis cette partie-là a été écrite par le groupe de patients partenaires et proposée ensuite au comité qui l'a repris quasiment intégralement. Donc je pense que c'est justement, ça a été un des apports importants du groupe qu'on constituait. Et c'est assez intéressant parce qu'actuellement, le ministère de la Santé semble s'intéresser aux documents et à cette partie-là du document, mais on va voir s'ils impliquent des patients partenaires ou pas dans la façon dont ils vont l'utiliser maintenant. Marie-Ève leur a envoyé la balle, mais on va voir s'ils la prennent au rebond. Madame Boutillier? Oui, bien, effectivement, j'allais dire qu'ils étaient restés très humbles jusqu'à maintenant, nos patients partenaires, mais ils ont écrit littéralement une bonne section là, dans le protocole. Puis je vous dirais aussi, il y a eu des ajouts assez intéressants de la part des intervenants psychosociaux aussi sur comment on prend soin des gens dans la mise en place d'un tel protocole. Hein. L'équipe de triage risque d'être vraiment déchirée face aux décisions. Les médecins vont être déchirés, les familles vont être déchirées. Donc, on a essayé de voir comment on peut soutenir toutes ces personnes dans ce processus-là. Alors, c'est abordé là, dans le protocole, cette nécessité de tenir compte aussi des éléments plus peut-être émotifs ou des émotions en lien avec ce que ça nous fait vivre sur le plan moral. Là. Donc, ça a été ajouté également. Donc, il nous reste 2 petites minutes, donc je vous donne 30 secondes chaque pour dire ce que vous avez retenu du processus. J'imagine que c'est en évolution toujours, donc est-ce que vous êtes... Madame Rouly? Elle ne peut pas... Oui, allez-y, maintenant on vous entend. Je m'excuse, mais il y a eu un bris, je n'ai pas entendu la question. Je suis désolée, passez à quelqu'un d'autre alors. Donc, parfait, Monsieur Dahin, allez-y. En 30 secondes, juste vraiment, ce que je retiens, c'est à quel point, pour vrai, ça va avoir l'air têteux, mais c'est le leadership mobilisateur de Marie-Ève, d'avoir été capable de prendre ce mandat-là qui est immense et d'avoir réuni les bonnes personnes autour de la table et livré un document que j'estime d'être de très grande qualité. C'est ce genre de leadership-là que je souhaite à toutes les organisations d'avoir pour être capable de faire avancer une cause comme celle du partenariat des patients. Et voilà. Monsieur Dumais, est-ce que vous avez retenu du processus? Une démonstration, j'endosse tout à fait ce que vient de dire Joseph, bien entendu. Travail remarquable, notamment de Marie-Ève. Ça a été des moments intenses et il faut des leaders comme ça pour
pour que ça avance, sinon ça avance pas. Et puis bien entendu, ce que je retiens, c'est la démonstration très très claire que que les patients partenaires sont des leviers majeurs de résolution de problèmes en période de crise intense. Et j'espère qu'on n'oubliera pas la leçon. Madame Boutillier? Ben, ce que je retiens, moi, c'est la collaboration de tous dans ce projet-là. Je pense que c'est le genre de choses qu'il faut faire à plusieurs têtes, puis avec plusieurs angles pour réduire les angles morts possibles. Alors, moi, en tout cas, je ressors de ce processus vraiment très heureuse du résultat. Puis, donc, jamais sans la science, puis jamais sans les patients. Et Madame Roulet, je vous laisse les derniers mots pour nous clôturer. Ben, je suis désolée, mais pour moi, c'est surtout un grand sentiment de fierté et d'avoir vu une équipe qui a travaillé véritablement dans le respect et surtout la dignité. Et ça, pour moi, avec un leadership, comme tout le monde parle, là, qui a été, disons, exceptionnel, vraiment. Alors, je pense que, comme tout le monde le dit, oui, il faut un leadership exceptionnel et puis de nous impliquer aussi. Je pense que les patients partenaires ont besoin d'être là à tous les niveaux. Alors voilà, merci beaucoup. Donc, sur ces mots, on conclut notre session. Donc, merci à tous nos conférenciers, à tous nos participants aujourd'hui et bon après-midi à tous. Merci beaucoup.